j'avais sélectionné 3 articles pour vous parler un peu des livres-jeux d'une autre manière, ou en tout cas vous parler plutôt des tentatives, ludiques interactives qui abordent l'aspect d'interactivité autrement que les livres-jeux. Et pour ça, j'avais sélectionné un article qui parle du salon donc de Cannes qui a eu lieu, donc le mois dernier. C'est sur le média 20 minutes, je pense, ça s'appelle comme ça, donc c'est un média français, hein. J'essaie de sélectionner un peu de tout, hein, des sources belges, sources françaises, je me lâcherai peut-être avec des sources québécoises à un moment donné, on verra. Je vous affiche ça à l'écran. Donc voilà, le 20 minutes culture, raconte-toi une histoire quand les jeux narratifs réinventent la manière de jouer. Donc voilà, ça c'était le premier article que j'avais sélectionné, c'est celui que je compte vous lire pour les minutes qui me restent. Donc ça parle des jeux narratifs et vous verrez que dans l'article, on fait allusion au livre dont vous êtes le héros. Pourquoi? Parce que bah, les concepteurs de ce genre de jeu, ils font eux-mêmes allusion et parce que bah oui, l'aspect de faire une espèce de jeu de rôle en solitaire, parce que ça parle aussi des jeux de rôle solo, pas seulement des jeux narratifs de manière générale, parce qu'il y a des jeux de rôle narratifs à plusieurs évidemment, mais vous savez qu'il y a aussi des jeux de rôle solo qui rentrent souvent dans la catégorie jeu de rôle, jeu narratif. Euh, on a beaucoup parlé d'Alice is Missing par exemple, hein, récemment. Et tout voilà, il y a un parallèle avec les livres dans le qui se fait et on va un peu creuser cet aspect-là, voir quels sont les liens, quels sont les ponts qui existent entre les jeux de rôle solo et les livres-jeux. Voilà. Vous savez que j'ai écrit récemment un article pour le marteau et l'enclume sur les liens qui existent entre le jeu de rôle et les livres dont vous êtes le héros. Le numéro est paru tout récemment, hein. Vous pouvez foncer sur Amazon pour l'acheter. Voilà, le marteau et l'enclume. C'était le numéro, je ne sais plus combien, je ne les compte plus qui parle du jeu de rôle de manière générale. Et là, je clique encore partout parce que je cherche quoi? Je cherche mon chat fenêtré, voilà, que je peux en faire garder. Mon Dieu, il y a un abonnement qui a été pris par Datarock. Ça, c'est absolument incroyable. Absolument incroyable. C'est le redémarrage en force. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça encourage. Salut, JDR Ninja. Donc, voilà, je divaguais à propos des jeux de rôle et de mes articles sur le marteau. Après ce gros article qui m'a pris un paquet de temps sur les liens entre les jeux de rôle et les livres-jeux que j'ai trouvé passionnants à écrire, voilà, je voulais un peu m'intéresser aux liens qui existent entre les jeux de rôle solo finalement et les livres-jeux. J'aurais voulu aussi vous parler d'autres choses, j'aurais voulu aussi vous parler, je vais quand même vous l'évoquer, je vais quand même vous les montrer, ah ouais, vous allez voir tout, vous allez voir ma boîte mail, vous allez voir mon courrier intime, vous allez tout voir aujourd'hui. Voilà, j'aurais voulu vous toucher un mot sur les livres-jeux audio, voilà, qui sont sortis tout récemment chez Iron Castle, hein, voilà, qui font des livres-jeux audio, c'est-à-dire que bah, vous écoutez l'histoire et vous choisissez ce que vous voulez faire. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que je ne me suis pas encore donné la peine d'investiguer en la matière, mais je sais que ça fait déjà parler sur les réseaux. Et, euh, et voilà, je voulais juste voilà, vous en toucher un mot et éventuellement vous proposer, est-ce qu'un jour vous auriez envie qu'on en teste un en stream, quoi, un audio en stream. Ça pourrait être sympa, quoi. Et j'avais sélectionné aussi un autre article. Évidemment, celui-là, il était un peu plus long. Évidemment, j'aurais pas tout lu, j'aurais un petit peu parcouru, mais je suis tombé sur voilà, le magazine qui met l'accent sur la culture, donc Diacritique. Emmanuel Fantin et Camille Zehen, la fiction interactive permettait d'être en immersion avec la pensée de Baudrillard, Jean Baudrillard. Voilà, le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Voilà, ça vient de sortir. Voilà, c'est tout neuf. Voilà, n'y allons pas par quatre chemins. Le livre dont Jean Baudrillard est le héros d'Emmanuel Fantin et Camille Zehen est l'un des plus formidables essais lus depuis longtemps. Voilà, ça promet. Donc voilà, je ne m'attarderai pas sur celui-là aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Mais ça valait le détour. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ce trou du cul, Jean Baudrillard? Moi-même, je le connaissais pas avant de découvrir ce bouquin. Donc c'est le moment de s'y intéresser. On va taper Jean Baudrillard. C'est sûrement un artiste ou un truc du genre. Euh, Jean Baudrillard. Donc voilà. Donc c'est un charmant monsieur, hein, je n'ai rien contre lui. Je ne sais absolument pas qui c'est. Alors, né le 27 juillet 1929 à Reims, le 6 mars... Ah, il est décédé donc le 6 mars 2007 à Paris, voilà. Philosophe français, ah bah j'étais pas loin, l'artiste. Hein. Philosophe français, théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses analyses des modes de médiation et de communication de la post-modernité. Donc un livre dont vous êtes le héros philosophique qui promet. Je sais pas vous, mais moi, je vais m'empresser de m'en procurer un exemplaire parce que j'ai trop envie de lire ce machin.
Ah, il y a une préface. Oh, c'était fourbe, c'était en bleu foncé sur bleu clair, j'avais pas vu. Une préface d'Edgar Morin. Ah ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Et donc, bah, nous allons revenir à nos moutons. Nous allons revenir à notre 20 minutes. Raconte-toi une histoire quand les jeux narratifs réinventent la manière de jouer. On va s'attarder sur cet article-là et uniquement celui-là, malheureusement. C'est donc le 5e d'une série d'articles sur les jeux de société suite bah, au déroulement du Festival de Cannes sur les jeux, écrit par Benjamin Chapon. Alors, le Festival international des jeux se tient à Cannes, voilà, de vendredi à dimanche, on s'en fout, ça c'est de la pub pour le Festival de Cannes, maintenant il est fini. Cette occasion, 20 minutes consacre une série d'articles, bah, ça je vous l'ai expliqué, donc je lis pas ce qui est dans le pavé rose, on s'en fout. Il s'appelle Carte Aventura, je vais cliquer sur le lien, comme ça on pourra les montrer tout à l'heure, pour la reine, Les secrets de mon père ou Alice is Missing, je vous en parlais juste avant. Ces jeux narratifs ont le vent en poupe. À tel point que le dernier s'est retrouvé nommé justement, joli jeu de mots, pour l'As d'or du jeu de l'année. Le jeu de l'année, là carrément, il y a les, je sais pas, il y a des prix pour les jeux de rôle, pour les livres dont le héros, mais il y a des prix pour le jeu de manière générale. Je sais pas trop comment fonctionnent les remises des prix au Festival de Cannes. Donc l'As d'or du jeu de l'année au Festival international des jeux à Cannes. Alice is Missing représente les jeux narratifs dans la sélection et c'est bien que cette tendance soit là. Cette nomination est parfaitement légitime, assure Cynthia Reberac, commissaire générale du Festival international des jeux. Il y a quelques années, quand Unlock, l'escape game en jeu de société a été nommé, ça a semblé invraisemblable à beaucoup de monde. Et regardez les chiffres de vente de la gamme Unlock aujourd'hui. C'est vrai que c'est un nom que je vois assez souvent, Unlock. C'est un nom qui ne m'est pas inconnu et je vois plus ou moins le graphisme des boîtes. Ouais, je vois plus ou moins ce que c'est, sans vraiment connaître à fond. C'est la preuve qu'effectivement, ça marche bien. Pour la petite anecdote, Alice is Missing, je m'étais un peu renseigné sur ce jeu-là. Il y avait un article qui était paru. Il y a plein d'articles qui sont parus en fait sur des médias belges ou français sur ce jeu. Dans mes souvenirs, donc ce que j'en ai compris, c'est que c'est une sorte de jeu de rôle où on ne peut pas parler. Voilà. On ne parle pas, et tout se fait par écrit, et mieux encore, tout se fait sous la forme de SMS, de messages, par téléphone et autres. Voilà, c'est ce que j'en ai compris. Et alors, il y a l'idée, le scénario, le plot de départ, c'est Alice a disparu, et en fait, on crée le personnage, on crée c'est qui Alice, pourquoi elle a disparu, etc. Et le but, c'est de la retrouver et de créer l'histoire, évidemment, autour de ça. J'ai déjà joué à des jeux qui ressemblent à ça, mais où on parle, évidemment, des jeux où il s'agit d'inventer soi-même le scénario et le monde avant de créer l'histoire, de jouer l'histoire dedans. Des jeux narratifs, j'ai déjà essayé ça. C'est vrai que c'est assez sympa, c'est une façon différente de jouer. Mais Alice is Missing, c'est vrai que c'est vraiment déroutant comme façon d'aborder le jeu de rôle. Et là, pour le coup, c'est pas un jeu de rôle solo, c'est un jeu de rôle à plusieurs, puisqu'il s'agit de s'envoyer des messages par écrit, vous l'aurez compris. Des jeux dont vous êtes le héros pour de vrai. Voilà, ça commence, on emploie déjà le dont vous êtes le héros, ça, on sait dans quel contexte on est. Si les jeux narratifs ne sont pas encore des hits dans les magasins de jeux, ils sont tout de même de plus en plus nombreux à se faire remarquer. Ori Games, éditeur de Alice is Missing, a dû réimprimer son jeu une 3e fois pour répondre à la demande. Et Ori Games, je me demande si c'est pas l'éditeur qui fait Shan, la réédition du jeu Shan. Je pense que j'ai un exemplaire au moins du livre de base. A dû réimprimer donc son jeu une 3e fois pour répondre à la demande. Quant à Carte Aventura, il en est à sa 5e déclinaison de Hollywood. Sûrement un supplément. Et une version pour enfants intitulée Odyssey a également vu le jour. Ah ouais, ok. Ces succès rappellent ceux des livres dont vous êtes le héros. Je sais pas. Parce qu'on a vu les succès des livres dont vous êtes le héros, c'était quand même phénoménal. On parle de millions d'exemplaires vendus, c'est pas pareil, quoi. Qui ont fait rêver les adolescents des années 80. En 2023, Gallimard fête les 40 ans de la collection, dont plus de 14,7 millions d'exemplaires ont été vendus en France et qui est toujours vivante au travers de relookages et inédits, dont un défi fantastique attendu pour le mois de mai. Je pense qu'il fait allusion à l'un de ceux qui ont été écrits pour l'anniversaire, justement. Alors, des choix, des conséquences.
J'ai été bercé par les livres dont vous êtes le héros, confie Thomas Dupont, créateur de Cartaventura. Faire une variation de ça, ce n'était pas l'envie au début, mais instinctivement, j'y suis venu. Mais la mécanique Cartaventura n'est pas linéaire. L'ordre dans lequel on déclenche les événements a une conséquence. Parce qu'au fait, c'est quoi un jeu narratif? Comme un jeu, il y a des règles, mais pas beaucoup. Plutôt un mode d'emploi pour faire ses choix tranquillement. On avait envie de mettre le moins de matériel possible, et le moins de règles aussi, explique Thomas Dupont. Pour moi, les règles font sortir du jeu. J'ai toujours eu cette frustration quand, au milieu d'une partie, tu dois ressortir le livre de règles pour vérifier un truc ou lancer des dés pour savoir ce qu'il va se passer ensuite. Je ne voulais pas de ça pour Cartaventura. Là, effectivement, on fait toujours allusion à des cas d'école de jeux de rôle bien connus qui font de la surenchère de mécaniques de règles et qui savent plus. Enfin, le maître de jeu, à certains moments, il sait plus où donner de la tête, quoi. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Bah, il y a des personnes qui aiment, hein. Il y a des personnes qui aiment jouer au jeu de rôle justement parce qu'il y a cet aspect-là de chipotage, d'aller voir des règles, voilà, il faut savoir ce qu'on aime dans la vie. Moi, par exemple, quand je joue à Shadowrun, ça fait partie du concept. Moi, je ne jouerai pas une partie de Shadowrun si je vais pas passer 2 heures dans un bouquin à regarder ce que je peux faire avec mes augmentations, quoi. C'est pas possible. Donc, dans ce jeu, où les joueurs incarnent un personnage dans un contexte historique précis. En fonction de leur choix, ils posent des cartes qui dessinent une aventure. On y revient à la carte, quoi. Ça, c'est de plus en plus, j'ai l'impression qu'on ressort l'histoire de la carte géographique pour créer des histoires. Il y a plusieurs chemins possibles et autant de fins. La qualité d'écriture et de mécanique est telle que le sentiment de vivre une aventure unique est très fort et assez bouleversant. Ouais, il y va, quoi. Les gens qui y jouent seuls ne conçoivent pas d'y jouer à plusieurs, et au contraire, ceux qui préfèrent jouer à 2 ou 3 n'imaginent pas jouer seuls. Dans Cartaventura, il y a des choix à faire qui reposent parfois sur des dilemmes moraux. Classique. Faire ses choix à plusieurs, c'est vivre ensemble quelque chose de fort. On fait pareil dans le jeu de rôle, hein, quand le scénario s'en donne la peine. Prendre soin des joueurs. Des émotions fortes, c'est la promesse tenue par Alice is Missing. Ce jeu narratif a la particularité de se dérouler dans le silence. Les joueurs incarnent des proches d'Alice, une adolescente américaine portée disparue. Leur enquête, ils la font par messagerie écrite interposée. Comme le dispositif et l'histoire du jeu peuvent aborder des thématiques très dures, le suicide, le harcèlement, le viol, l'éditeur insiste sur la prévention et les trigger warnings. Jouer ensemble, c'est aussi prendre soin les uns des autres. Nous avons l'espoir que ce jeu s'étende à un public de non-joueurs, explique Simon Gervasi, éditeur de Alice is Missing en France avec Ori Games. On a modifié le livret de règles et on en a fait aussi un résumé en 3 pages. Le modérateur acquiert le jeu, prend connaissance des précautions et de la mécanique pour en assurer le bon fonctionnement, créer l'ambiance et mettre les autres à l'aise. C'est la philosophie de ce jeu. Donc on remarquera qu'on parle de modérateur et non pas de maître de jeu. Une des façons principales pour le jeu narratif de se distinguer du jeu de rôle, c'est d'oublier la mention de maître de jeu. Ou en tout cas de la diluer. Soit on nomme quelqu'un qui va faire une forme d'arbitrage, comme ici on a un modérateur, qui va surtout intégrer les règles et pouvoir les rappeler à certains moments quand c'est nécessaire. Ou alors on dilue carrément la fonction de maître de jeu, on dit tout le monde est maître de jeu. Voilà. Des jeux qui tiennent différents rôles. Si Cartaventura ou Pour la Reine repose sur un matériel de cartes à jouer qui les rapproche de jeux de société plus classiques, Alice is Missing lorgne quand même franchement du côté du jeu de rôle. Chez Ori Games, on vient tous du jeu de rôle, confesse Simon Gervasi. Mais on a fait le choix de ne pas en faire un jeu de rôle. Aux États-Unis, le sous-titre est A Silent Role-Playing Game. Nous, on a préféré ne pas le cantonner à ça avec le sous-titre Une enquête narrative immersive. Attention au sous-titre. Je veux bien, Alice is Missing a l'air franchement de remporter un grand succès, donc moi je dis pas, je critique pas. Mais attention au sous-titre, ouais, une enquête narrative immersive. Probablement, mais on se souvient de l'actual play qu'on a fait avec Castle, Escape the Dark Castle. Soi-disant narratif, ambiance, immersion, avec un sous-titre aussi comme ça, un jeu d'ambiance, je sais plus quoi, ou pas.
Mais voilà, juste les slogans, c'est bien ou pas bien, quoi. Une enquête narrative immersive qui laisse plus libre cours à l'imagination et évite d'effrayer certains joueurs. On va se dépêcher de terminer l'article, parce que de toute façon, il est presque fini, je suis au bout, c'est un tout petit article. L'aventure du monde ouvert. Si les jeux narratifs peuvent réconcilier rôlistes et ludistes, il y a un secteur qui a déjà exploré ces frontières floues, le jeu vidéo. Phil Griffo est le game designer de Chia, bientôt disponible. Son jeu vidéo en monde ouvert se déroule dans les paysages de la Nouvelle-Calédonie et laisse le joueur écrire son propre chemin. Un monde ouvert crée plus de souvenirs, de moments de jeu pour le joueur. On y ressent un sentiment d'appartenance et d'impact sur l'univers du jeu, explique Phil Griffo. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement. J'ai pas essayé ce jeu. Les mondes ouverts, je ne sais pas ce que. Je sais ce que c'est un monde ouvert, mais faut voir si le fait de faire une zone A plutôt qu'une zone B, enfin de la faire d'abord la A puis la B et puis la C plutôt que de faire C, A et B, si ça change vraiment l'histoire, si ça change quelque chose dans le déroulement, dans le futur du jeu, je sais pas. Il y a une trame narrative quand même, mais il faut donner sa confiance aux joueurs. On conçoit des décors et des événements de jeu en espérant que le joueur y aille, mais on ne peut pas en être sûr. Et à l'inverse, le joueur pousse toujours le jeu dans des endroits auxquels on n'avait pas pensé. Ça, c'est comme dans le jeu de rôle, c'est pareil. C'est une formidable récompense pour le créateur du jeu. Cette récompense, l'éditeur de Alice is Missing l'a également reçue. J'ai eu beaucoup de témoignages de manières de jouer très étonnantes et il y en a qui sont partis dans un délire science-fiction, d'autres qui ont fait l'aventure au milieu d'une grosse stuff avec de la musique. Certains joueurs ont aussi créé leur propre carte pour détourner le jeu. Voilà. Globalement, l'article part quand même toujours beaucoup de Alice is Missing. Je pensais que c'était un peu plus... Voilà, je lis pas toujours les articles avant de vous les lire. Hein. Je découvre aussi en même temps que vous, ça fait partie du plaisir. Donc voilà, c'était salut Smarties. Voilà, je viens de terminer avec voilà, j'ai résorbé mon retard. J'ai fait le tiers de ce que je voulais faire, mais je l'ai fait. Voilà, et je l'ai fait dans les temps. Voilà. Donc ouais, je vous redirai des nouvelles quand même. On en reparlera. Hein. Je referai un stream parce que j'ai envie qu'on parle le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Je veux savoir à quel point ce livre est bien ou pas. C'est quand même publié chez qui? MF, c'est quoi déjà ça? J'ai cru lire autre chose, mais MF, c'est... Aidez-moi les Français. Au secours, je trouve pas, c'est pas grave. Mais voilà, ce livre, voilà... Ouais, c'est un philosophe, Jean Baudrillard, qui a beaucoup traité sur la société de consommation, apparemment, donc sur les habitudes des consommateurs. Donc, il faut s'attendre à ce que le livre dont vous êtes le héros ici nous mette dans une position où on est confronté à la consommation, à la surconsommation, quoi. J'imagine, je suppose. Donc bon, ça, on y reviendra, ce bouquin-là. Un jour, je vous le montrerai en physique. Je vous ferai, voilà, il est là. C'est obligé. Parce que moi, j'aime bien collectionner tous les trucs. Voilà, 18 €, 176 pages. Publié en janvier 2023. Donc c'est vraiment tout récent. Je suis passé à côté jusqu'à maintenant. J'ai découvert hier. Voilà. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a de neuf pour parler pendant le stream? Et voilà. J'étais tombé là-dessus. Donc on en reparlera. La petite intro juste entre nous. Vous êtes le héros, mais autrement. On avait commencé ça un peu hâtivement la fois dernière. Je voulais vous apporter quelques éléments sur la littérature interactive, hein, sur les livres-jeux de manière générale, d'une autre façon que les classiques. Voilà. Avec d'autres éléments, avec d'autres références. Et donc, on va commencer ça tout doucement. Donc... Forcément, là on est en direct sur Twitch, mais j'enregistre la vidéo sur la chaîne YouTube. Une fois que vous la regardez sur la chaîne YouTube, forcément, si vous ne le savez pas, vous savez que je fais aussi des vidéos live direct sur Twitch. Et là, je vous montre, je l'avais déjà montré la fois dernière, mais je la remontre pour ceux qui n'étaient pas là. Ma nouvelle playlist, ça c'est ma chaîne YouTube, ma nouvelle playlist, qui est une playlist qui n'est pas de vidéos composées par moi, mais qui est la compilation de vidéos sur les livres dont vous êtes le héros, que je trouve au gré de mes recherches régulières sur YouTube. Là, il y a actuellement 57 vidéos
sur le sujet. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des vidéos qui parlent des livres dont vous êtes le héros. Enfin, ça peut être des professionnels, ça peut être des youtubeurs classiques, ça peut être des youtubeurs qui parlent de tout à fait d'autres choses et puis qu'un jour ils font une vidéo sur les livres dont vous êtes le héros. Ça peut être des spécialistes qui ne parlent que de ça. Voilà, c'est le tout. On a ici podcast dont vous êtes le héros, vous avez compris que ceux-là ils parlent que de ça. Forcément, donc il y avait une table ronde pour le 100e épisode. Puis il y a les conférences, les tables rondes plutôt, pardon, de Rollis TV. Nous avons les conférences, etc., etc. Puis vous avez toute une série de vidéos qui présentent les livres de notre héros sous différents aspects, sous différents angles, parfois sous l'aspect historique, sous l'aspect couverture, voilà, l'aspect nostalgique, voilà, plein de vidéos différentes, d'époques différentes. Voilà, il y en a qui datent d'il y a une dizaine d'années, par exemple. Euh, et vous avez même des interviews. Nous entrons dans la thématique du jour, vous êtes le héros, mais autrement. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Je reprends mon programme au pif, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai découvert ça par hasard pour ceux qui s'intéressent, qui habitent dans le coin. Je sais pas, moi, je suis pas du tout dans ce secteur-là. Moi, j'habite en Belgique, hein, donc... voilà, Unidiver, Unité et Diversité, création livre dont vous êtes le héros, à la salle multimédia au Centre culturel Atanor, dans un recoin de la France qui doit être noté quelque part sur le site de manière plus explicite. Guérande, voilà, Loire-Atlantique, magnifique. Le 2 mai 2023, si ça vous intéresse, voilà, une séance de création de livre dont vous êtes le héros, à la salle multimédia, voilà. C'est magnifique. Et apparemment, on vous apprendra à utiliser le logiciel Twine, si je vois bien. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ça tout à l'heure, je me suis dit, oh bah tiens, bah pourquoi pas, s'il y en a qui habitent dans le coin et que ça intéresse, je vais en parler. Voilà, la parenthèse est fermée. Je suis un grand maître nécromantique. Ouh là 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 là. Je me fais peur, je me fais peur. La fois dernière, nous avions évoqué cet article de Diacritique, le magazine qui met l'accent sur la culture, à propos de Jean Baudrillard. Qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, Jean Baudrillard, qui est un philosophe qui aime parler sur la mondialisation, les habitudes de consommation et tout ça. Pourquoi Emmanuel Fantin et Camille Zéhen, je ne sais pas qui c'est non plus. La fiction interactive permettait d'être en immersion avec la pensée de Baudrillard. Et en parenthèse, nous avons le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc nous avons un livre avec couverture bleue, voilà, fond bleu uni, avec, on dirait bien que le titre et les noms des auteurs sont en rose, et à peine perceptible, on nous indique qu'il y a une préface d'Edgar Morin, voilà. Nous n'y allons pas par 4 chemins. Le livre dont Jean Baudrillard est le héros d'Emmanuel Fantin et Camille Zéhen est l'un des plus formidables essais lus depuis longtemps. Alors, avant d'aller plus loin dans la lecture, je ne vais pas lire tout, parce que l'article est assez long. Mais par contre, voilà, la petite fiche Wikipédia sur Jean Baudrillard, parce que pour qu'on puisse au moins être à jour sur qui est Jean Baudrillard, voilà. Jean Baudrillard, on va se contenter de l'article Wikipédia parce que bon voilà, on a 2 heures d'accord, mais on n'a pas toute la soirée, toute la vie non plus. Jean Baudrillard, voilà, 1929-2007, philosophe français théoricien de la société contemporaine, connu surtout pour ses analyses des modes de médiation et de communication de la postmodernité. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de bon, qu'est-ce qu'il a écrit d'intéressant? Voilà, une citation de Baudrillard. On passait de l'histoire transcendante à la grande histoire, une sorte de contre-histoire. Voilà, c'est déjà, voilà, ça donne déjà envie de dormir. Donc, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur lui? Un débat critique solidaire. Cérémonie sans condoléances, on s'en fout. Est-ce qu'on va apprendre quelque chose sur... Voilà, il a écrit des théories sur l'histoire, la façon d'aborder l'histoire. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de synthétiser simulacre et simulation? Tiens, c'est intriguant. Le développement du travail de Baudrillard autour des années 80 se dégage des théories axées sur la critique de l'économie des signes. Ok, on comprend déjà rien. Donc, ça va être difficile de savoir qui est Jean Baudrillard et ce qu'il a fait si on n'a pas quelque chose d'un peu plus synthétique, d'un peu plus accessible. D'origine paysanne, Jean Baudrillard est fils unique et son père, on s'en fout. Voilà, donc nous ne saurons pas avec précision qui est Jean Baudrillard et ce qu'il a fait vraiment comme voilà, pour une critique de l'économie politique du cygne. Économie politique du cygne. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit.
La philosophie, ça me dérange absolument pas. Au contraire, j'ai même des bouquins de philosophie dans la bibliothèque. Mais voilà, les articles de Wikipédia, parfois, c'est un peu... ils peuvent être bien faits, mais bon... Voilà, critique du rationalisme et de l'épistémologie scientifique et des concepts relatifs à la réalité et au concept relatif de réalité et de virtualité, sa philosophie l'a amené à accepter l'honneur de satrape du collège de pataphysique. Ouais, la pataphysique, c'est une couillonnade, c'est un truc. Ouais, c'est une couillonnade. En 2001, en fait, la pataphysique lui est connue depuis sa classe de philosophie à Reims, où il a été introduit à 18 ans par son professeur. La pataphysique, je vous montre quand même la pataphysique. Voilà. Pataphysique. Définie par Alfred Jarry, ça dit déjà, ça dit déjà tout. Comment- La pataphysique est la science des solutions imaginaires. Voilà. Qui accorde symboliquement au linéament les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Voilà. Sur cette déclaration, je retourne à mon article. Je vous promets, on va pas y passer la soirée. Donc, on a compris que c'est un philosophe un peu original qui, voilà, dont des auteurs ici, Camille Zéhen et Emmanuel Fantin, ont voulu développer, voilà, à travers un livre dont vous êtes le héros, qui nous plonge visiblement dans sa philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Passionnant, précis, emporté, romanesque et si inventif, les deux universitaires ont choisi ainsi de délaisser toute forme académique pour s'aventurer dans la pensée de Baudrillard en lui rendant sa plastique théorique par une plastique narrative, celle des fameux livres dont vous êtes le héros, qui ont peuplé notre enfance. Publié par les épatantes éditions MF, emmené par Bastien Gallet, le défi formel n'y est en rien une coquetterie tant l'homme y voit sa pensée peinte et rejouée avec une rare finesse. Un coup de dé n'abolira jamais Baudrillard. Autant de pistes de réflexion que Diacritique, le magazine donc où je suis en train de lire l'article, ne pouvait que saluer le temps d'un grand entretien avec les deux autrices. Donc voilà l'information. Donc Camille était bien une femme, tout comme Emmanuel Le. Voilà, ce sont donc deux autrices qui ont rédigé ce livre. Alors, on sélectionnera quelques passages pour savoir au moins de quoi il est question. Est-ce que peut-être que dans l'article, on nous parle un peu plus de Jean Baudrillard? Alors, mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est pas tellement Jean Baudrillard, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces personnes-là pour en venir à écrire cet ouvrage de cette manière, et voilà, comment ça s'est passé avec l'éditeur, pourquoi est-ce l'éditeur a pensé que ça pouvait marcher. Donc, voilà, toutes ces questions-là sont très intéressantes. Donc, ma première question, pas la mienne, celle de la personne qui a écrit l'article. Ma première question voudrait porter sur la genèse de votre essai absolument formidable. Le livre dont Jean Baudrillard est le héros. Comment vous êtes-vous décidé à écrire sur l'œuvre de Jean Baudrillard? S'agissait-il d'un désir commun qui courait depuis longtemps ou bien d'un défi, notamment formel, qui est né spontanément? Je ne vais pas vous lire toute la question, voilà pourquoi... Pourquoi Jean Baudrillard et pas quelqu'un d'autre, et de manière sous-jacente, après ça va être pourquoi un livre dans notre héros. Mais ici c'est pourquoi Jean Baudrillard. Peut-être quand même intéressant de savoir le thème. La jeunesse de l'ouvrage, donc ça c'est la réponse, tient plutôt à une succession de rencontres. D'abord, nous avons chacune rencontré l'œuvre de Baudrillard, voilà, lorsque nous étions doctorantes, d'accord, c'est du beau monde, ok, à peu près au même moment. L'une faisait sa thèse sur les cafés et les supermarchés, l'autre sur la publicité. Nous avions en commun l'intérêt pour les objets de recherche qui n'ont en apparence aucune noblesse. Et les logiques marchandes nous ont menés à lire Baudrillard pour la première fois. Il y a déjà un code secret là. Les objets de recherche qui n'ont en apparence aucune noblesse. Est-ce que ces personnes considéreraient que le livre dont vous êtes le héros est un objet de recherche qui, en apparence, n'a aucune noblesse? En apparence. Alors, ces travaux sur l'objet, sur la consommation, bien sûr. Voilà, on va dire sur le matérialisme et sur la consommation, la surconsommation. J'imagine qu'il a écrit des tas de choses sur ces choses-là. Des pages magnifiques, indépassables, oh là là. Sur le centre commercial, nous avait déjà troublés. Baudrillard rôdait de loin en loin dans nos bibliographies. Voilà, en gros, voilà, elles sont fans de Baudrillard depuis un moment, elles s'en inspirent, elles le citent dans leurs travaux, parce que ce sont des doctorantes, donc voilà, j'imagine qu'elles étaient bien plongées dedans, puis un jour, elles se sont dit, paf, on va écrire quelque chose. Donc, je vais pas vous lire tout, hein, évidemment, je sélectionne.
Ça c'est intéressant. Une virtuosité, mais aussi un toupet intellectuel qui nous laissait parfois perplexes, toujours en parlant de Baudrillard. Que penser par exemple de l'idée que le réel serait né du manque d'imagination? Le réel serait né du manque d'imagination. Je vous laisse, vous me faites une dissertation sur cette phrase. Le réel le réel serait né du manque d'imagination, point d'interrogation. C'est coté sur 20. Voilà, vous me faites ça, dans 1 heure, je ramasse les copies. Pour commencer à entrer dans la pensée de Baudrillard, il faut rappeler que, d'après lui, la réalité est une imposture. La réalité est une imposture. À partir de là, tout est possible. Puis, l'effervescence a pris autour d'un fort désir partagé de travailler une forme scripturaire, ça se dit scripturaire? Scripturale, une forme scripturaire inédite, et aussi de prendre avec nous cette dimension subjective, parfois ésotérique, qui nous semblait faire écho avec ce que l'on attend aussi d'une penseuse, l'écriture inclusive, la possibilité d'un jeu dilué dans le jeu des propositions théoriques. On s'est dit, si on écrit sur Baudrillard, hors de question de faire un énième commentaire universitaire. À l'origine, c'était donc moins l'envie de faire connaître Baudrillard, même si c'est vrai qu'il est souvent méconnu en France ou caricaturé, mais plutôt l'envie de poursuivre la rencontre intellectuelle et amicale qui était en train d'éclore entre nous deux. Deux autrices, j'imagine. Donc, Jean Baudrillard, parce que c'était peut-être un point commun entre elles deux, qu'elles se sont retrouvées autour de cet auteur-là et de ses idées. Mais elles ont surtout voulu faire quelque chose ensemble qui correspondait à leurs affinités, aussi dans le domaine de la recherche. Alors, parlons sans attendre de l'aspect le plus étonnant et le plus profondément marquant de votre essai, sa forme. Ça, c'est la deuxième question. Comme votre titre l'indique sans détour, le livre dont Jean Baudrillard est le héros reprend dans sa structure les principes formels d'une certaine catégorie de littérature jeunesse des années 80-90, à savoir les fameux livres dont vous êtes les héros. Voilà, l'histoire qui nous occupe. À la fois ludique et interactif, souvent joué avec autant de coups de dés. D'évidence, une question s'impose. Pourquoi avoir choisi cette forme particulièrement singulière? Alors, je sais pas pourquoi le gars qui pose la question se fait un film sur la réponse. La question est aussi longue que la réponse, quoi. C'est impressionnant. Donc la réponse. Puisque le travail sur un format non académique était à l'origine du projet, nous avons réfléchi aux possibilités qui s'offraient à vous. Vague souvenir d'avoir évoqué rapidement l'hypothèse d'un roman épistolaire, par exemple. Le livre dont vous êtes le héros s'est imposé immédiatement après avoir été énoncé dans la discussion. Une épiphanie qui tombait du ciel avec aspect providentiel. D'abord, probablement par nostalgie de notre enfance, une langueur pour cette dimension expérientielle, langueur, qui a coloré nos mémoires de lectrices. Une langueur. Ok. Pour cette dimension expérientielle, quoi. Est-ce qu'il y a besoin de s'exprimer comme ça? Car même si ces ouvrages étaient peu stimulants sur le plan de l'intrigue, je sais pas, ça se discute. C'est un jugement de valeur. Le vertige face aux potentialités infinies, et le pouvoir conféré au lecteur viennent titiller frontalement, comme ça, son désir d'événementialité. Ok. Donc en gros, le lecteur a envie de vivre des aventures et c'est bien quand on a des possibilités de le faire aller là où il veut, dans l'infini de son imagination. C'était déjà éprouvé soi-même avec un dé et un crayon les rouages implacables du hasard et du destin avec leur lot de désastres et d'allégresse, rehaussés par le prisme fictionnel. Ce sont des livres très profonds qui viennent aussi travailler chez l'enfant des discours. J'ai oublié de remettre la musique. C'est dingue ça. Vous me dites rien en plus. Ou alors vous me le dites, mais je l'ai même pas. Je l'ai pas repéré. Voilà, je remets la musique. Donc, ce sont des livres très profonds qui viennent aussi travailler chez l'enfant des discours qui narrativisent la construction de sa propre psyché. De toute manière, je n'ai jamais eu de chance au jeu. Félicitations. Je sentais qu'aujourd'hui j'allais réussir. Je savais que j'aurais dû me fier à mon instinct. Et autre manière dont on s'éprouve très tôt
comme habitant sa propre destinée. Qu'est-ce que cette phrase veut dire, bordel de merde? Et autre manière dont on s'éprouve très tôt, dont on se considère très tôt comme habitant sa propre destinée. Donc la manière habite. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors quand on fait de la philosophie, c'est pas une raison pour fumer la moquette et déconsidérer les principes fondamentaux de la communication et de la syntaxe, quoi. Alors, bien sûr, c'était aussi une manière de dédramatiser la philosophie. Heureusement. Car, comme le dit Baudrillard lui-même, il faut n'être pas sérieux et en avoir l'air, ou bien être sérieux sans en avoir l'air. Ceux qui conjuguent l'air et l'être sérieux, ceux-là sont insignifiants. Donc ceux qui ont l'air d'être sérieux, ceux qui se donnent mine d'être sérieux tout en voulant être vraiment sérieux, ceux qui donnent un genre, en gros, les gens qui donnent un genre, c'est de la merde. Mais je sais pas si avec un langage pareil, il se tombe pas lui-même dans sa propre catégorie, quoi, de gens qui se donnent un air. Enfin, c'est quand même un peu, voilà, un peu limite. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Buffon? Ils avaient comme consigne de placer une liste de mots un peu usités. Voilà, probablement. Ça, c'est la philosophie, ça c'est... Probablement. Alors. Cela dit, je serais vraiment curieux de lire le bouquin, parce que s'il est écrit comme ça, un livre dont le héros est écrit comme ça, c'est une pièce de collection, je veux dire, il faut l'avoir dans sa collection. Hein, ça. Proposer une lecture à travers ce jeu, c'était un moyen d'éprouver le concept du destin. Il faut éprouver le concept du destin, il faut le mettre à l'épreuve, le concept du destin, parce que déjà le destin c'est quelque chose, mais le concept du destin, est-ce qu'on peut concevoir le destin finalement? Une paire de dés, ok, je te mets à l'épreuve, ok. Voilà. Je vous mettrai à l'épreuve ce soir. Et cela permettait d'être avec cette pensée sans le savoir, sans en avoir l'air aussi. Ce format introduisait de la souplesse, du comique, de la légèreté, du mou dans l'exposé d'une pensée philosophique elle-même déconcertante. Ouais, donc en gros, la forme s'accorde avec le fond. Et il y avait aussi, il faut le dire, une saturation des essais passionnants mais un peu clos sur eux-mêmes qui cadenassent tout le périmètre alentour. Le principe d'un essai, c'est pas de cadenasser. En principe, c'est pas de cadenasser, c'est d'avoir justement une base de réflexion et de pouvoir la confronter à d'autres et d'en discuter, surtout dans la philosophie. Je vois pas pourquoi, a priori, les autres types d'essais doivent être plus fermés que... Enfin bon, je ne sais pas. Il y avait aussi, il faut le dire, une saturation des essais passionnants sur je radote. L'essai qui constitue la seconde partie du livre Morale de la Traverse était important pour aborder des dimensions plus ontologiques. L'ontologie, je crois que c'est l'étude de l'être, l'étude de l'existence, quoi. Je crois que c'est ce sens-là. Plus ontologique et moraliste. Que faire dans ce monde où nous avons mis pied et interrogé la manière dont nos propres destinées ont trouvé des résonances dans la philosophie de Baudrillard. Je ne sais pas si la philosophie de Baudrillard va résonner avec moi ou si je vais raisonner avec. Ben, on verra. Parce que ce bouquin, je l'achèterai, je le lirai. Enfin, même si le livre se veut une propédeutique, j'ai entendu ce mot mais je ne sais plus ce qu'il veut dire, je vais aller voir. Une propédeutique. Attention. Une propédeutique amusante à sa pensée, nous avons aussi créé des trames qui permettent de traverser le livre sans jamais le croiser. Il fallait laisser l'opportunité d'un rendez-vous manqué. D'accord, ok. Il faut toujours donner la possibilité au héros de ne pas aller à l'auberge. Se dit de connaissances qui préparent une étude approfondie. Plus approfondie, ok, donc c'est les préliminaires, quoi. La propédeutique, ok. D'accord, ok. C'est les préliminaires à une étude. C'est une étude c'est une étude qui étudie les possibilités de l'étude à venir. C'est ok. C'est comme ils font à l'Europe, quoi. Ils font de la propédeutique ici. Ils font des réunions et ils se mettent d'accord sur des possibilités de se mettre d'accord après. Voilà. C'est ça. Donc, question numéro 3. Le double caractère ludique et créatif de votre livre dont j'en voudrais le héros consiste également à user de la forme du livre dont le héros afin de démultiplier les pistes même d'écriture de l'essai. Ok. Si l'exposé académique est déconstruit, il devient ici plus largement pluriel.
Ouais. La forme se fait indirectement biographique, puisque vous racontez par exemple la soutenance de thèse de Baudrillard entre Bourdieu et Barthez. Ok. Bon, je sais pas si on dit Barthes ou Barthez. Non, c'est Barthes, ça doit être Roland, c'est Roland Barthes. C'est Barthes, Bourdieu et Barthes. C'est Barthes, ouais, parce qu'il y a pas d'accent. Il y a aussi un Barthez, mais avec un accent du coup sur le E. La forme se fait également délibérément romanesque, en racontant notamment les voyages de Baudrillard aux États-Unis. Enfin, la forme se fait philosophique, en faisant finalement de Baudrillard un personnage conceptuel capable de guider lui-même dans sa pensée. Ok. Donc j'imagine ça un peu comme du Voltaire, par moment où on a des voyages à la Microméga ou Candide, ou des voyages un peu, je sais pas. Moi je l'imagine un peu comme ça, un peu, voilà, mais qui en même temps ont fonction biographique pour expliquer la vie de Baudrillard, pour expliquer sa philosophie, comment il en arrive à ces positions. Ok. Donc du coup c'est aussi romanesque, quoi. C'est aussi fictionnel en partie, quoi. S'agissait-il pour vous, avec cette forme de dans Vous êtes le héros, de pouvoir recourir à un éventail formel permettant d'offrir une pluralité générique à votre propos? Putain, les questions sont aussi terribles que les réponses. Comme je vous dis, il fait des questions aussi longues que les réponses. Donc je vais passer directement à la réponse, ça va être plus simple. Il y a en effet chez Baudrillard une inventivité conceptuelle forte. Et la fiction interactive permettait d'être en immersion avec cette pensée dont la qualité est d'être réappropriable et peu figée. Ouais. Si à un moment donné je vous perds, vous me dites. Hein. Un migraine, Villefranc. Je suis désolé. Son audace théorique autour de la notion de réalité, entre parenthèses, oscillant entre la certitude de la disparition du réel englouti en sa propre diffraction, on va le noter, diffraction, et le désir d'une infinité de réalités, citation dans la parenthèse, pourquoi n'y aurait-il pas autant de monde réel que de monde imaginaire? Je n'adhère pas à ça, à ce genre de... Est-ce qu'on n'est pas dans le rêve d'un haricot qui... non. Je ne sais pas. Donc, je reprends la phrase en dehors de la parenthèse. Donc, je recommence. Son audace théorique autour de la notion de réalité se fait de plus en plus forte à mesure qu'il avance en âge. Ok. Donc, plus il vieillit, plus il devient intelligent et audacieux. Il part de la pataphysique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, une espèce de philosophie de l'absurde, quoi. Dans ses premiers écrits, la poésie. Il traduit Hölderlin, un poète du XVIIIe siècle, hein, allemand, je pense. Puis il est happé par une pensée métaphysique, fortement marquée par Artaud, Nietzsche et Rimbaud, notamment, et il devient à la fin de sa vie un paroxyste indifférent. Un paroxyste, c'est quelqu'un qui approuve les paroxysmes, il y a les extrêmes, je sais pas. On va voir, on a déjà un mot, on avait déjà, c'était quoi? Diffraction. Phénomène qui se produit lorsque des ondes, quelle que soit leur nature, rencontrent des obstacles ou des ouvertures dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur. Diffraction, ok. Ok, c'est un terme de physique, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a? Paroxyste. Un paroxyste. On apprend des mots aujourd'hui. Un paroxyste. Alors... Personne qui manifeste dans son caractère, dans sa conduite, une tendance aux excès. Voilà, c'est à peu près ce que je dis. Ok. Bien. Donc, paroxyste indifférent qui navigue en terre ésotérique sans sourciller. C'est son tournant métaleptique. Ça, la métalepse, c'est un terme de narratologie développé par Genette, je pense. Métalepse. Ok. Je crois que je vais... Voilà, après on parle de Pérec, de Loulipo. Donc Loulipo, on en a parlé, Loulipo. C'est qui? C'est quoi Loulipo? L'ouvroir de littérature potentielle, quelque chose comme ça. Mouvement surréaliste fondé entre autres par Raymond Queneau, écrit Un conte à votre façon, qui était espèce de petit livre dont vous êtes le héros de 21 paragraphes là. Hein, on a cru pendant tout un temps que c'était le premier livre dont vous êtes le héros, 1967. Des références évidemment bien senties, Loulipo, Pérec, Pérec qui parle aussi beaucoup du pouvoir de la narration du lecteur, tout ça, de la liberté dans la lecture. Donc je pense que ce livre est peut-être le premier
d'une nouvelle réflexion, d'un nouvel embranchement de la littérature interactive qui repart des origines de la structure à choix multiples. Les origines historiques, celles qu'on a sur lesquelles on s'est attardé lors des vidéos précédentes. Je vous en ai beaucoup parlé, Raymond Queneau, mais aussi tous les autres, Cortázar et d'autres, et encore d'autres. Et je vous lirai même, si on a le temps, ou une prochaine fois, un article que j'ai écrit pour le magazine Marteau et l'Enclume, où je retrace vraiment méthodiquement l'histoire et je la contextualise, l'histoire du livre-jeu, et je la contextualise. On repart aux origines, voilà. On passe outre Sorcier de la Montagne de Feu, Choose Your Own Adventure, tout ça. Oui, ok, ça c'est la littérature fictionnelle, c'est la littérature jeunesse, c'est un domaine en soi. Nous, on prend la structure du livre dont vous êtes le héros, on met le lecteur effectivement comme héros ici d'une théorie finalement philosophique, héros d'une réflexion philosophique. J'imagine que c'est ça le but quand même du bouquin, c'est de faire réfléchir son lecteur. Et on repart à la recherche des origines des auteurs pionniers, voilà, comme Louis-Po, Raymond Queneau, pour redonner un second souffle, enfin en tout cas une direction nouvelle au livre-jeu, au livre dont vous êtes le héros, au récit à choix multiples. Je pense que, en dépit de cette interview assez assommante, je pense qu'il y a un gros potentiel dans le fait même d'avoir osé écrire et publier, il faut quand même applaudir l'éditeur, ce bouquin. Ça, il y a quand même, moi je serais curieux de le lire, d'en partager peut-être quelques extraits avec vous à l'occasion. Vraiment, je vais peut-être terminer avec un dernier petit extrait. L'interview est quand même longue, donc qu'est-ce que je pourrais vous lire? Ce qui se révèle également remarquable concerne la variété même des différentes cases qui composent votre essai. Chacune propose une variation, certaines comportant des dessins, d'autres des images, et pour certaines encore des citations de Baudrillard. Comment avez-vous choisi ces différentes images? Ouais, ça c'est de l'illustration du bouquin, j'imagine que du coup on va avoir droit à des illustrations, comme dans un livre de héros classique. Ça c'est intéressant aussi. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Ok. Ma dernière question, voilà. Au-delà de la puissance créatrice et récréatrice de votre essai sur sa dimension herméneutique. Ok. Non, ça n'est pas intéressant. Enfin si, c'est sûrement intéressant, mais voilà. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là, sur cet article. Je pense que tout le monde va retourner au lit avec la migraine ce soir. Donc, j'ai zappé une... Mon Dieu, il y a un père Zacharie dans le... Amen. Amen, ainsi soit-il. Ainsi sois-tu. D'ailleurs, j'espère que tu vas bien. Réussir à placer diffraction de manière naturelle dans la conversation. Bah oui. Diffraction, c'est... Diffraction. Je préfère l'autre... paroxyste. Je crois que paroxyste est plus simple. Bien. Bien, donc bientôt vous aurez des nouvelles de Jean Baudrillard. Je vous dis que ça. Je vais acheter ce livre, je ne le dis plus. Voilà, plus. Ce soir, je coupe le stream, je me connecte, je vais acheter le livre. Voilà. Bon. J'avais sélectionné un petit article sur Baudrillard, justement. 10 ans après sa mort, Baudrillard fait toujours penser. Le philosophe a marqué son époque avec ses essais sur la société de consommation et la déréalisation du monde par le virtuel. Bah oui. C'est tout à fait d'actualité. Donc là, on a une espèce de peinture. Peut-être sa tête. Je sais pas si c'est un autoportrait. Alors, toute sa vie, le sociologue et philosophe Jean Baudrillard, disparu le 6 mars 2007. Il a tout juste 10 ans. De l'article date. A eu l'art de planter des
banderie dans nos illusions d'Européens, dans nos rêves de libération d'abord, libération politique, sexuelle, blablabla, blablabla. Depuis les 70s, tout a été libéré. Ouais, c'est un critique, quoi. Hein, le désir attisé par le marketing. Il se fait connaître en 1970 avec un essai qui fait du bruit, la société de consommation, chez Folio. Voilà, c'est la fin des 30 Glorieuses. Voilà, donc du coup, il a théorisé là-dessus, apparemment. Ok, bon, on le situe mieux comme ça. Voilà. Ok. Bien. Si nous passions à la suite du programme. Et bien sûr, bonsoir à tous ceux qui nous prennent en cours de route. Ici, nous sommes sur la chaîne de Parieur 14, c'est moi. Et nous parlons de livres dont vous êtes le héros et un petit peu de jeux de rôle aussi dans cette petite introduction théorique juste entre nous. J'avais envie de parler avec vous, évidemment, déjà la fois dernière, il y a une semaine, maintenant la news commence à dater, de la littérature dont vous êtes le héros, mais audio. Voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, Iron Castle a sorti une série d'aventures dont vous êtes le héros en ligne à écouter. Voilà. Et je voulais un peu vous en toucher un mot, ne serait-ce que pour vous en parler. Si vous ne le saviez pas, comme ça, vous le découvrirez. Je vous lis ici un petit article de ActuSF sur le sujet. Voilà, les livres audio de Iron Castle sortent aujourd'hui. C'était il y a déjà quelques jours. Iron Castle Publishing est un projet de Frédéric Henry et Marc Numes, né lors de ces dîners où l'on réécrit le monde entre le fromage et le dessert. Tout à fait. Au croisement du numérique, du jeu et de la littérature, porté par une certaine passion et un format tout neuf, on vous y propose une collection de livres audio interactifs basés sur la reconnaissance vocale. Ok. Le tout dans des univers d'imaginaire allant de Sherlock Holmes à Lovecraft, en passant par les univers de fantasy médiévale pour les petits comme pour les grands. Comment ça marche? Iron Castle est une application mobile disponible sur Android et iOS. Elle se présente sous la forme d'une bibliothèque en ligne dans laquelle une sélection d'ouvrages peut être téléchargée et utilisée hors connexion, rassemblant des ouvrages originaux, écrits et joués. Pour cette application uniquement, les livres d'Iron Castle se présentent sous la forme de livres dont vous êtes le héros, où les choix du lecteur influent sur le déroulé de l'histoire. Orientée vers les récits de l'imaginaire, l'application propose un panel assez varié visant les adultes comme les enfants. Alors, dans l'immédiat, ces aventures ont été publiées. Alors, on a... Ce que j'ai noté, moi, ici, c'est qu'on a les auteurs. Et il y a Olivier Caïra qui revient assez souvent. Et Olivier Caïra, c'est une sommité dans le monde de la communication, du jeu de rôle, de la théorie sur le jeu de rôle. Il a écrit un bouquin en milieu des années 2000, jeu de rôle Les Forges de la Fiction, qui est quand même assez costaud, qui a été le premier ouvrage académique, vraiment universitaire. Voilà, je crois que c'était publié chez CNRS Éditions. Donc, voilà, le premier gros ouvrage universitaire sur le jeu de rôle. Sur la théorie du jeu de rôle, sous l'aspect un peu communication, narratologie, et l'aspect ludique, évidemment. Mais voilà, ça a été un des premiers à théoriser sur le jeu de rôle. Et donc ici, c'est intéressant de le voir en tant qu'auteur de livres audio dont vous êtes le héros. Je vous lis un résumé, je prends une au hasard. On a quoi? Le raid, l'ombre surgit du blizzard, l'œil était dans la tombe, dans les griffes du maître, en eau trouble, et à chaque fois une petite illustration. La quête du dragon de cire. Alors là, manifestement, on n'aura pas des illustrations en noir et blanc à l'ancienne, on aura des illustrations plutôt modernes, plutôt bien faites, plutôt léchées et colorisées. Bon, j'aime bien l'œil était dans la tombe, en plus elle est toute petite. De Nicolas Texier et lu par Laura Zichy. Balafre est une vieille guerrière au passé plein de gloire et de mystère. Elle espère finir sa vie tranquillement dans un fort perdu dans le désert. Quelle drôle d'idée. Mais l'attaque d'une horde de pillards va en décider autrement et la lancer dans une ultime aventure qui scellera son destin depuis les étendues de sable jusqu'aux jungles où rôdent les démons. Voilà. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans l'originalité la plus exemplaire, mais ça peut être un texte de très grande qualité. On ne sait pas, on ne l'a pas lu. En tout cas, voilà, j'imagine que pour une première tentative, on est resté dans du classique.
bien que parfois un peu d'originalité, ça peut aussi fonctionner, quoi. Enfin, moi j'aime bien quand c'est un peu original. Voilà, ça parle d'elfes, ça parle de l'Académie Royale de Magie, ça parle... On est dans le classique, hein, vraiment. Là, apparemment, c'est les grosses ficelles. Alors, 4 autres titres sont en préparation. Le Fungus de Sandy Peterson. Ah, ça va être une traduction, ça. Du coup, Sandy Peterson, ce nom me dit quelque chose aussi. Ok. Ben voilà, donc comme ça, voilà, vous êtes au courant si vous ne l'étiez pas déjà. Je vous en ai parlé. Peut-être qu'il y a un extrait à se mettre sous la dent, un extrait audio à écouter. Si je clique sur Partez à l'aventure, télécharger sur Google Play, télécharger l'app. Ah ouais, il y a un petit extrait. Ah, écoutez un extrait audio. Voilà, je vais couper momentanément la musique. Et nous allons écouter ensemble, c'est quand même plus sympa, l'extrait audio qui se trouve disponible donc sur le site La Quête du Dragon de Cire. Un jeune lutin part à la recherche d'un mystérieux dragon légendaire. Le collier en sécurité au fond de ta besace, tu traverses le village à grandes enjambées. Le bazar des trolls est un endroit fantastique où l'on trouve toujours ce que l'on cherche. Il y a de tout là-bas. Des victuailles, des armes, des vêtements, des outils, des livres, des coupons de tissu. Tu pousses la porte en souriant. Le carillon suraigu retentit. Un minuscule troll en forme de caillou bondit sur le comptoir. « Que puis-je pour toi ?» te demande-t-il. « Il me faut un ouvrage elfique », réponds-tu aussitôt. « Un atlas enchanté. »« Oh, alors c'est pour le rayon librairie », enchaîne le troll avant d'ajouter en hurlant. « Costaud, c'est pour toi !» Et sous tes yeux ébahis, un immense troll en forme d'arbre arrive de l'autre bout du bazar. En moins de 2, il te hisse sur son épaule et t'emporte du côté des étagères. Ok. Je vous laisse réagir. Moi, je reste en retrait pour le moment. On va écouter un autre dans les griffes du maître. C'est de l'horreur. Tiens, ça change. Captif aux confins du monde, seul et amnésique, aurez-vous le courage d'affronter le maître et ses abominations venues d'ailleurs? On se demande bien de quoi ça s'inspire. J'essaie de me placer correctement pour toucher la créature, mais mon premier coup glisse sur sa carapace chitineuse. Incroyablement rapide, l'hybride me renverse sur le dos et m'enserre le cou de ses puissantes mandibules. Tandis que je tente de me débattre, je sens monter en moi la conscience du maître, satisfaite de mon désarroi. « Tu échoues près du but », murmure-t-elle à mon esprit embrumé. « Désormais, ton corps ne m'échappera plus. » Chitineux? C'est pas chitineux? Je cherche la prononciation du... Ah non, chitineux, ok, d'accord. Autant pour moi. Bien. Qu'en pensez-vous? Le premier extrait, en tout cas, me semblait un peu... comment dire, un peu robotique dans son phrasé. Le deuxième extrait m'a paru un peu plus chaleureux. C'est peut-être la voix grave du monsieur. Je ne sais pas si je suis le bon public pour ce genre de choses. J'ai pas envie de donner un avis critique parce que c'est pas sur un extrait d'une minute qu'on va critiquer l'affaire. Mais je ne sais pas si j'arriverai à être en assez bonne disposition pour me laisser bercer par un processus comme ça. Je sais pas si vous, ça vous tente d'essayer. Maintenant, si vous êtes curieux d'essayer, ouais, n'hésitez pas, c'est nouveau, ça vient de sortir et il y a probablement des choses intéressantes là-dedans. Puis ça rentre comment dire, ça fait écho à nos modes de consommation et de lecture modernes, quoi. On va dire, on n'a pas toujours le temps de se poser pour lire, alors écouter, ça permet de faire autre chose en même temps. Donc oui, c'est normal que ces expériences interactives existent. Et probablement que ça va se développer, j'imagine que ça va pouvoir se développer, se complexifier. Maintenant, est-ce qu'il faut... parce que de ce que j'ai compris dans les extraits, de mon ressenti, c'est que on a tendance à poser
l'ambiance et à aborder la lecture comme s'il s'agissait d'une lecture, justement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû sortir de la lecture de texte, de la lecture à voix haute, pour entrer dans une immersion auditive, justement, dans une immersion racontée, narrée, plutôt que d'employer des formes comme dit-il, voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir quelque chose d'un peu plus scénarisé, d'un peu plus dynamique, un peu plus cinématographique, si je veux dire, un peu plus théâtral, voilà. Je ne sais pas, c'est une question que je pose, c'est une interrogation qui me vient là à l'esprit. Ça fait partie des choses qui me bloquent probablement. C'est le fait qu'on est dans une lecture à voix haute. Qui casse selon moi un peu l'immersion. Mais c'est jamais que mon ressenti, voilà, c'est pas une critique, c'est un ressenti. Voilà. Un avis. N'hésitez pas à me donner votre avis, évidemment c'est ça qui compte, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse partager nos ressentis sur ce genre de questions, parce que si c'est juste pour m'écouter parler tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi aussi j'aime bien savoir vos opinions sur les sujets que je traite dans mes vidéos.